Bonsoir. Alors, je voudrais bien vous proposer un voyage dans le futur. Donc, imaginons qu'on est en 2050, que je viens d'arriver dans le parking avec ma voiture électrique. Elle a trouvé sa place de parking toute seule, elle s'est garée toute seule. Je me suis garé dans la place et elle m'a, sur son écran, elle m'a dit en fait, puisque aujourd'hui les ordinateurs parlent, elle a dit on est bien d'accord que je recherche la voiture pour ton retour dans 2 heures et ça coûtera autant. J'ai dit oui, la voiture s'est fermée. Je suis sorti sur la place du village, enfin de la ville, puisque c'est à Lausanne, et j'ai rencontré des étudiants. Et ces étudiants m'ont dit mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que la Suisse est devenue indépendante et neutre? Alors j'ai dit ben, écoutez, on va asseyez-vous, je vais vous raconter l'histoire de comment on a fait la démarche. Alors, je crois que pour comprendre l'énergie, la première chose qu'on doit faire, c'est se poser la question de savoir quelle est l'énergie dont on a besoin, nous, lorsqu'on vit. Alors, pour vivre, l'homme a besoin de l'équivalent de 25 centilitres d'essence par jour. Quand je dis 25 centilitres d'essence, c'est tout le monde. Le riche, le pauvre, le Biafrais, ou le Soudanais aujourd'hui, le Syrien et l'Américain. Ça, c'est la quantité d'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner. Alors, 25 centilitres d'essence, d'équivalent d'essence par jour, ça correspond à 100 litres, plus ou moins 100 litres d'essence par an, et vous allez voir ce schéma qui va revenir régulièrement. 25 centilitres, c'est ce dont on a besoin pour fonctionner notre corps. On l'obtient avec la nourriture. 5 litres, c'est la quantité d'énergie dont on a besoin pour se déplacer, pour vivre dans une maison confortable et pour produire. Alors voilà qu'on a un facteur 20 entre la quantité de nourriture et le pétrole. Alors vous avez vu qu'il a disparu. Il a disparu parce qu'on a brûlé pour satisfaire nos besoins. Je vais vous remettre juste pour vous rappeler, donc 5 litres par jour. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on a un problème d'énergie? Et la réponse c'est on n'a pas de problème. Le soleil nous donne en 1h30 assez pour vivre pendant 1 an sans que l'on doive faire quoi que ce soit comme effort. Donc c'est la quantité d'énergie que le soleil nous envoie via la radiation solaire. Ça veut dire aussi qu'en 1 an, on reçoit assez pour vivre 6500 ans, donc la problématique n'est pas là. Mais vous allez me dire, le soleil, il n'est pas là tout le temps, ça varie du jour et de la nuit, ça change entre les saisons, et ça change si je suis en Islande ou si je suis à Singapour. La valeur, c'est une valeur moyenne. Et la nature, en fait, a constaté qu'il y avait effectivement un problème. Parce que si vous voulez vivre en permanence chaque seconde de votre vie, le soleil ne va pas vous être très utile, puisque lui, il s'éteint, il revient, il repart, etc. Donc la nature a dû résoudre le problème de l'énergie. Et comment est-ce qu'elle a résolu le problème de l'énergie? Elle a mis en œuvre ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse consiste à prendre des photons qui arrivent du soleil, consiste à prendre des atomes et des molécules qui étaient disponibles dans l'atmosphère, le CO2 et l'eau principalement, avec un catalyseur qu'on appellera les engrais, et a fait de l'énergie stockée, que l'on a appelé de la biomasse, c'est un hydrate de carbone. Et en ce faisant, elle a résolu le problème de l'intermittence. On prend le soleil qui arrive, il vient un peu n'importe quand, et on le stocke dans un réservoir qui est la biomasse. Et grâce à ça, une partie de cette énergie va être utilisée en fait par l'homme pour fournir ses besoins énergétiques. Et si on réfléchit bien, l'homme il a aussi dû résoudre le problème du stockage d'énergie, parce que lui il a besoin de respirer tout au long de la journée, et il ne veut pas manger tout au long de la journée. Donc il a dû apprendre, le corps humain a dû apprendre à gérer son énergie. Il a pris de l'énergie qui arrive sous des formes tout à fait différentes et aléatoires. Parfois on va au McDonald's et parfois on va dans un bon restaurant.
et le corps arrive à prendre cette énergie, la convertir et la fournir au moment où on en a besoin, et avec l'intensité dont on en a besoin. Hein, on dépense beaucoup moins d'énergie quand on dort que lorsque on fait du sport. Donc le corps a résolu à la fois le problème de l'énergie, à la fois le problème de la puissance, et l'a fait dans un cycle vertueux, puisque finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la biomasse qui contient l'énergie délivre de l'énergie grâce au fait qu'on a récupéré l'oxygène qui était dans l'atmosphère, on produit du CO2, et le CO2 va être repris par la photosynthèse pour faire un beau cycle. Donc ça veut dire que la mère nature a également inventé l'économie circulaire. Hein. Et je crois que c'est important de s'en rendre compte. Mère nature a aussi pris, à un moment donné dans l'existence, il y a 300 millions d'années à peu près, une toute petite partie de la biomasse qui était disponible, la quantité d'énergie qui correspond à cette quantité prise du soleil, c'est 10% d'une année de radiation solaire, et a capté cette biomasse et l'a mis dans le sol, et en la mettant dans le sol, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est décomposée, elle a relâché l'oxygène qui était compris dedans, et ça a fait le charbon, le gaz et le pétrole. Et puis l'homme, lorsqu'il a voulu satisfaire ses besoins, a découvert la ressource qui était cachée, qui était de l'énergie stockée. Je crois que c'était ça qui était important, c'est que pour l'homme, c'était important d'avoir de l'énergie à disposition au moment où on a besoin. Il a découvert, il a extrait, il a transformé, il a transporté, il a distribué, il a restocké, pour finalement satisfaire tous les besoins dont il a besoin, que ce soit les besoins de confort, que ce soit les besoins de nourriture, que ce soit les besoins de mobilité. Et en parenthèse, il a aussi découvert qu'avec les déchets de la production d'essence, qui étaient surtout développés pour entraîner les véhicules, au moment où il a découvert le déchet de l'essence, il a pu le transformer en produit pétrochimique, dont les polymères, et il a fait du plastique. Et donc une partie d'énergie qui était le déchet est devenue un produit que les hommes ont utilisé pour satisfaire leurs besoins. Alors le problème dans cette démarche-là, c'est que le carbone qui est là, c'est un carbone qui a 300 millions d'années, et lorsqu'on va l'utiliser pour satisfaire les besoins qui sont ici, on va le rejeter dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est un CO2 qui va perturber le système, puisqu'il va s'ajouter dans l'atmosphère, alors qu'avant, ce carbone-là se trouvait stocké sous terre. Et le fait qu'il est ajouté dans l'atmosphère a une conséquence. C'est comme si on avait ajouté une couverture au-dessus de nous. La température de notre Terre augmente. En 2010, quand tout ça a plus ou moins commencé, on avait tendance plutôt à rigoler. Donc on avait des beaux dessins comme ça, le pauvre ours blanc qui est perdu sur son iceberg. Les Suisses, surtout les Valaisans, ils se marraient très fort de voir venir des vins anglais, hein, parce que maintenant il fait suffisamment chaud en Angleterre pour produire du vin. Mais avec le temps qui est passé, on s'est rendu compte que ça devenait beaucoup plus urgent, qu'il y avait des signaux d'alerte qui étaient beaucoup plus importants que ce qui permettait de rigoler. Alors, cette année, c'est l'année en 2018, bien, il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a eu des vagues de chaleur, il y a eu des incendies qui ont vraiment montré que la situation devenait très tendue. Il y en a même certains qui ont réalisé que si la température de la Terre augmentait, il y aurait des zones dans le monde où il ferait trop chaud pour permettre au corps de se refroidir. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tout être vivant qui régule sa température et qui le fait en échangeant la chaleur avec l'extérieur, et qui le fait en transpirant notamment, ne peut plus se refroidir. Donc ces gens-là et ces animaux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont migrer. Alors je vous donne dans l'île où se trouvaient les gens qui ont des risques de devoir migrer. Hein. Il y en a certains qui décident de construire des murs, hein, pour empêcher ces gens-là de migrer. Il y en a d'autres qui empêchent les bateaux de passer. Hein.
Mais tous ces gens-là, et regardez aussi en Inde et en Chine, c'est la même problématique, tous ces gens-là n'auront pas le choix. Il y aura des jours où ce sera impossible de vivre, parce que le corps ne pourra pas se refroidir. Thermodynamiquement, ce ne sera plus possible. Et donc il était urgent de réagir. Les jeunes ont manifesté, les vieux ont quand même réagi et ont décidé de prendre les choses en main. Alors, on peut dire que le CO2, avec la manière dont on vient de le présenter, il représente en fait un déchet. Alors c'est intéressant aussi de voir un petit peu les ordres de grandeur au niveau des déchets. La quantité de déchets que l'on consomme, que l'on produit chaque jour, chaque personne. En Suisse, c'est 2 kg de déchets, dont 700 grammes de biodéchets. La quantité de CO2 que chaque Suisse émet chaque jour, en moyenne, c'est 14 kg. Donc vous imaginez que si c'était quelque chose de solide, on devrait le porter chaque jour, pour chaque personne, 14 kg à mettre sur le trottoir pour le faire emmener à la décharge. Ça, c'est juste pour vous montrer l'importance du CO2, de la quantité de CO2 que l'on émet. Et je crois qu'on n'est pas tous conscients de ce que ça signifie, parce qu'évidemment, c'est un gaz qui va se diffuser simplement dans l'atmosphère. Quand on s'est rendu compte que ça devenait urgent d'agir, il y a des gens qui ont fait des calculs pour savoir quel est le niveau d'urgence. Et l'IPCC, donc l'International Panel on Climate Change, a fait les calculs pour dire mais quelle est la quantité de CO2 que l'on peut encore émettre. Alors ici, je vous montre un graphique. Entre 1850 et l'an 2000, on a émis 55% de la quantité de CO2 que l'atmosphère peut absorber si on veut limiter l'augmentation de la température de la Terre à 1,5 degré d'augmentation. Entre 2000 et 2015, donc en 15 ans, on a rajouté 27%. Et il nous reste 18%, qui est la quantité totale de CO2 que on est encore autorisé d'émettre si on veut limiter la température de la Terre, l'augmentation de la température de la Terre à 1,5 degré. Alors c'est pour vous montrer l'importance, c'est que on parle de 18%, c'est ce qui nous reste à faire dans un temps qui est relativement court, et l'International Panel on Climate Change nous dit qu'aujourd'hui, on doit arriver à zéro émission en 2050. Alors 2050, c'était pour moi très interpellant, parce que j'ai dit très souvent que c'était en 2070. 2070, je suis mort, je sais que je serai mort. 2050, il y a des chances que je serai encore en vie, ou en tout cas, j'ai une probabilité d'être toujours en vie. Et en tout cas, je suis sûr que tous les ingénieurs qui reçoivent leur diplôme aujourd'hui vont être responsables de la mission qui est, vous allez devoir faire fonctionner la Terre avec, de manière à réduire, à ne plus émettre de CO2 à l'horizon 2050. Les pays ont pris conscience de l'importance. Ils ont tous signé l'accord de Paris qui dit qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour mettre ça en œuvre. Maintenant, la question c'est comment on le fait. Alors, oui, tous sauf un, je ne vous donne pas le nom de la personne, vous savez exactement qui c'est. Par contre, quelque chose qui est important, c'est qu'on a pris un engagement, donc il fallait trouver comment on allait le faire. Alors la Suisse s'est dit, mais pourquoi ne pas devenir indépendant et neutre? On peut être exemplaire, on peut montrer comment il faut faire. On a déjà des opportunités, par exemple on a des barrages hydroélectriques qui fournissent une partie de notre électricité. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas viser à devenir indépendant, viser à devenir neutre en CO2? Et évidemment la question qui se posait c'est, est-ce qu'on va se ruiner ou pas? Et l'objectif évidemment c'est de ne pas de retourner vivre dans les cavernes, même si les Suisses avaient beaucoup de cavernes qui étaient utilisées par l'armée pour se protéger des agressions dans le passé. Alors maintenant, la question c'est comment faire. Alors pour savoir comment faire, regardez l'état des lieux, on vient d'avoir l'exemple, il faut savoir où on est. Alors la Suisse, elle consomme plus ou moins la moitié de son énergie pour satisfaire ses besoins de confort dans les bâtiments.
Tout ce qui est bouton rouge, c'est de l'énergie fossile. Donc ça veut dire que c'est aussi associé aux émissions de CO2 et c'est aussi associé à l'argent que l'on accepte de donner à nos pays amis comme l'Arabie Saoudite, comme les États-Unis et comme la Russie. 47% dans les bâtiments, 36% pour la mobilité, 17% pour la production, pour l'industrie. Alors j'ai fait également, c'est intéressant de regarder d'autres pays, donc j'ai regardé la Belgique. La Belgique, elle consomme un petit peu moins d'énergie dans les bâtiments. Le nombre de carrés reste le même, 22% pour la mobilité, 26% pour l'industrie et 21% parce qu'elle apporte beaucoup de pétrole pour faire des produits chimiques à Anvers. Et ça, c'est ça qui donne la grande différence entre la Suisse et la Belgique. Je reviens quand même juste un tout petit peu en arrière pour rementionner quelque chose. La Suisse, c'est 1 pour 1000 du monde. Donc ça veut dire que tout ce que je dis pour la Suisse, vous faites fois 1000 et vous avez la réponse pour le monde. Bien, alors comment est-ce qu'on fait? Alors pour savoir comment on fait, il faut comprendre la chaîne de conversion. La chaîne de conversion, elle part du besoin, et le besoin est défini par les personnes. Nous, on a besoin, chaque personne va exprimer un besoin. Il va ensuite regarder avec quoi on peut satisfaire le besoin. Donc, par exemple, le confort, ben, c'est le nombre de mètres carrés sur lequel on veut habiter. Ensuite, comment est-ce qu'on fournit, c'est comment est-ce qu'on va chauffer ces mètres carrés. Ensuite, c'est quelle est l'énergie distribuée qu'on va utiliser pour satisfaire le besoin de chauffage. Ensuite, c'est regarder quelle est la ressource qui va être utilisée pour faire l'énergie distribuée, pour finalement aller voir la ressource que l'on va finalement utiliser. Donc c'est toute une chaîne, et si chacun des éléments dans la chaîne n'est pas très efficace, eh bien, on doit consommer plus d'énergie primaire. Et quand on regarde cette formule-là, on a un premier problème. La population va augmenter, les gens ont droit à plus de confort, que ce soit chez nous ou à l'extérieur, donc ça veut dire que les gens ont tendance à demander plus, et même si on devient meilleur en efficacité, on a un problème, c'est que l'augmentation de la demande de confort et l'augmentation de la population nous montre qu'en gros, on serait plus ou moins stable dans la demande d'énergie. Ce qui veut dire que même si on rénovait tous les bâtiments en one shot, en fait, il faudrait, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible, mais si on rénovait tout, alors on serait effectivement bien meilleur, mais il faudrait construire en plus de nouveaux bâtiments parce qu'il y aura plus de monde et que les personnes veulent plus de mètres carrés pour vivre. Alors, ça c'est un constat, ce qui veut dire qu'il fallait trouver un autre moyen d'agir si on voulait retourner sur la chaîne et réduire nos émissions de CO2. Alors il y avait le prochain élément, c'est que j'ai une quantité de chaleur à fournir, donc la prochaine question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fournit la chaleur dans un bâtiment? Et là, on va faire appel à la thermodynamique. C'est un thermodynamicien français qui avait 36 ans quand il est décédé, qui a montré que pour chauffer un bâtiment à 21 degrés lorsqu'il fait 0 degré dehors, eh bien, on doit consommer une unité d'électricité pour apporter 10 unités de chaleur. Ça, c'est une valeur théorique qui est démontrée par la thermodynamique et qui ne peut pas être remise en cause. Elle est écrite dans le fondement de la thermodynamique. Quand on analyse ça, donc on se rend compte qu'il faudrait donc une unité d'électricité pour fournir 10 unités de chaleur. On va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser des chaudières qui consomment 11 unités d'énergie pour fournir 10 unités de chaleur. Donc là, on a une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on consomme 11 fois plus? Et surtout, pourquoi est-ce que tous les ingénieurs qui ont suivi un cours de thermodynamique continuent à recommander d'utiliser des chaudières? Et on a évidemment des réponses, on a vu qu'à Malmedy, ils sont partis dans la bonne direction. La réponse, c'est la pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur permet d'aller prendre de l'énergie dans l'environnement, de l'apporter à la température à laquelle on a besoin, en consommant de l'électricité. En consommant de l'électricité plus que le minimum, parce que le minimum est difficile à réaliser, il demande des surfaces infinies, il demande un temps infini.
mais techniquement, on peut faire la moitié du mieux. Donc, ça veut dire que normalement, on pourrait consommer 2 unités d'électricité pour fournir les 10 unités de chaleur lorsque la température est 0 degré à l'extérieur et qu'on doit chauffer un fluide à 30 degrés. Ça, c'est ce que la thermodynamique nous dit et c'est ce que les ingénieurs nous proposent maintenant. Donc, c'est plus que la thermodynamique, mais c'est ce que les ingénieurs nous proposent. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, si je le mets sur un bâtiment, je prends le parc bâti suisse, si je remplace toutes les chaudières qui consomment des petits points rouges par des pompes à chaleur, ben, j'arrive à cette quantité d'énergie. Donc maintenant, j'ai déjà fait un sacré pas en avant. J'ai besoin de beaucoup moins d'énergie. Et puis il y a une autre chose qui va apparaître là, c'est que l'énergie dont j'ai besoin, c'est des boutons jaunes, c'est de l'électricité. Comment est-ce que je produis de l'électricité? Eh bien, il y a une technologie qui est en train d'émerger, c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires deviennent de moins en moins chers. Ça, c'est l'évolution, vous pouvez voir, ça c'était en 2010. Ça, c'est aujourd'hui sur le marché européen, 2020 sur le marché européen. Le panneau solaire est la manière la moins chère de produire de l'électricité aujourd'hui dans le monde. Et il y a un chiffre qui est un peu caché là, 2 centimes par kilowattheure. C'est l'offre qu'a faite EDF aux Émirats arabes pour une grande centrale solaire photovoltaïque. Donc c'est EDF, hein, c'est pas une petite association quelque part, c'est une grosse entreprise qui d'habitude achète des centrales nucléaires, 2 centimes le kilowattheure, à comparer avec 11 centimes le kilowattheure, qui est ce qui a été négocié pour la dernière centrale nucléaire, la nouvelle centrale nucléaire qui va être construite en Grande-Bretagne. Donc on voit ici qu'on a un très grand potentiel, mais on a un problème. Le problème, c'est que le soleil, il brille en été, on n'a pas besoin d'être chauffé, et il ne brille pas en hiver, ou très peu en hiver, quand on a besoin d'être chauffé. Donc on va avoir un problème de coordination, et ce problème de coordination, on va essayer de le résoudre d'une part en mettant un système qui est un peu plus sophistiqué que juste une pompe à chaleur, parce qu'on va ajouter des stockages, notamment pour s'assurer que lorsque le soleil brille à midi, on va pouvoir utiliser l'énergie du soleil pour être au chaud le soir. Alors pour coordonner tout ça, on va devoir utiliser des systèmes de commandes prédictives qui vont analyser quand vous allez arriver à la maison, parce que vous voulez être chauffé que quand vous êtes à la maison, ce n'est pas la peine d'être chauffé si vous n'êtes pas là, qui vont analyser quand le soleil brille, quand les nuages passent, de manière à faire l'opération suivante, faire tourner la pompe à chaleur au bon moment pour être sûr d'avoir tous les besoins, de satisfaire tous les besoins que l'on a, tout en s'assurant que si j'ai un excès, ben, je pourrais le vendre à l'extérieur. Alors, ce système-là, c'est plein de choses qui existent aujourd'hui. Et il y a des grands qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment j'ai pris le thermostat Nest qui est ici, qui appartient à Google, qui est un thermostat, vous savez, un truc qu'on a sur le mur et quand on tourne à gauche ça fait plus chaud et quand on tourne à droite ça fait plus à droite ça fait plus chaud, à gauche ça fait plus froid. Vous payez ça 500 € à peu près pour avoir un beau truc sur le mur. Et puis vous vous posez la question, ben, à quoi ça sert effectivement si ce n'est pour se vanter auprès de ses copains, d'autant plus qu'ils vous ont proposé de ne pas aller au mur mais ils l'ont connecté sur votre téléphone portable, donc vous pouvez augmenter, baisser la température. Et puis ce qui est super intéressant avec ça, c'est qu'après 3 semaines, vous n'y touchez plus. Alors vous n'y touchez plus, pourquoi? Parce qu'il a appris quelle était la température de confort que vous aimez bien. Si vous êtes avec votre épouse, la température sera différente que si vous ne l'êtes pas. Et il le sait puisqu'il vous a connecté avec votre téléphone portable. Donc il sait si vous êtes dans la pièce et il sait quelle est la température que vous lui avez demandé. D'accord ? Et en plus, il sait quand vous rentrez, parce que grâce à Google Maps, il peut même essayer de faire en sorte que vous arriviez à temps lorsque la pièce sera juste à la température dont vous avez besoin. Et ils vont collecter toutes ces informations-là et ils vont les vendre à qui? Ils vont les vendre aux distributeurs d'électricité. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit le distributeur d'électricité? C'est parce que je vais avoir un excès d'électricité en été, peut-être aussi pendant la journée, et qu'il faudra quelqu'un qui s'occupe de la gestion de l'énergie, parce que vous n'allez pas accepter d'attendre que le soleil brille pour être éclairé.
Alors ici, je vous montre un graphique, il est peut-être un peu compliqué. Vous avez le nombre de mètres carrés de panneaux solaires par mètre carré chauffé. Donc si vous arrivez à 1, vous avez une maison qui a un seul étage et vous avez mis des panneaux solaires sur tout le toit. En général, on dit qu'on arrive aux environs de 0,4. Et si maintenant je regarde qu'est-ce que je peux faire avec l'énergie solaire que je reçois sur les toits, eh bien, il y a une partie que je pourrais utiliser directement pour entraîner ma chaudière, entre 30 et 40, ma pompe à chaleur, entre 30 et 40%, donc c'est le besoin électrique et la pompe à chaleur. Et puis après, je vais exporter une partie. Il y a une partie que je vais exporter jusqu'ici à peu près. Et ça, c'est la quantité d'électricité que vous allez donner au distributeur d'électricité en espérant bien qu'il va vous la rendre au même prix. En Belgique, ça marche bien parce que vous avez le même prix, parce que quand on tourne à l'envers. En Suisse, en fait, on n'a pas le même prix. Donc, ils nous la rachètent beaucoup moins cher qu'ils nous la vendent. Et donc, cette partie-là, et la partie qui est la réimportation, c'est en fait la batterie que vous demandez, le service de batterie que vous demandez au réseau électrique. Et vous êtes obligé de le faire parce que sinon, la taille de la batterie pour la maison qui est là, c'est la taille de la maison. Donc si vous devez stocker toute l'électricité que vous avez en trop avec vos panneaux solaires pour la récupérer en hiver en espérant bien être la super maison zéro énergie, vous devez acheter une batterie qui a la taille de la maison. La taille et le volume est plus que le prix de la maison. D'accord ? Donc c'est pas possible, vous allez demander au réseau de faire le job. Et puis il restera un morceau, le bilan d'énergie, que vous allez devoir importer. Maintenant on peut se poser la question, on a déjà fait un sacré boulot, hein, parce que je partais de très loin, il n'en restait plus que 6, il y en a déjà 2 que je fais directement, il y en a 2 que j'espère pouvoir me rendre, et puis il y en a 2 que je vais devoir importer. Pour arriver à ça, comparé à une maison traditionnelle chauffée avec une chaudière, il va falloir investir, puisqu'il faut isoler la maison, il faut ajouter les panneaux solaires, il faut acheter la pompe à chaleur et l'opérer. Ça veut dire qu'il va falloir faire des investissements, plus ou moins 180 francs par mois, pour 100 mètres carrés habités, mais vous n'allez pas devoir donner 100 francs par mois aux Arabes et aux Russes. Donc ça c'est le message qui est important, et indirectement vous n'allez pas émettre de CO2. Donc il reste 80 francs par mois que vous allez devoir payer en plus, à condition que le prix du pétrole reste au niveau qui est là, et on sait que le prix du pétrole est fortement subsidié. Alors on va se poser la question de savoir est-ce qu'on peut encore réduire la quantité d'énergie, et notamment, regardez cette quantité-là que je dois importer. Est-ce que je peux la faire d'une autre manière, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'émission de CO2? Et la réponse, c'est que je peux le faire effectivement avec des centrales classiques. Je peux acheter de l'électricité du charbon allemand. Je peux aussi acheter de l'électricité avec les cycles combinés belges, ou faire de la cogénération. Alors l'avantage, c'est que chaque unité d'électricité qui arrive dans ce système-là va être utilisée pour entraîner une pompe à chaleur. Et au total, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'une unité de chaleur qui est dépensée dans le gaz qui est consommé dans cette unité de cogénération, par exemple, permet de fournir 3 à 4 unités de chaleur. Donc ça veut dire que je fais un facteur 4 de consommation énergétique par comparaison à une chaudière classique. D'accord ? Je fais un facteur 4, et juste pour la partie qui n'est pas fournie directement par les panneaux solaires, donc au total, je suis déjà très bon. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Alors la réponse c'est oui, on peut aller plus loin. Prenons nos déchets, prenons de la biomasse, prenons le bois, convertissons le bois en gaz naturel. Alors ça c'est une opération chimique qui consiste à prendre un hydrate de carbone, à rajouter de l'eau, et à utiliser l'énergie qui est stockée dans le bois pour faire du méthane. Il y a un sous-produit qui est le CO2, et le rendement de cette opération dépend des types de technologies qu'on va utiliser, mais ça peut aller jusqu'à 70%. C'est-à-dire 70% de la quantité d'énergie qui est dans le bois peut se retrouver sous forme de gaz naturel, que je pourrais après utiliser dans une unité de cogénération qui produira de l'électricité et de la chaleur, et l'électricité sera utilisée dans une pompe à chaleur. Je vous montre toute la chaîne de conversion en ce faisant. Et il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est qu'il faut aussi résoudre le problème de l'excès d'électricité. En Suisse, nous, on peut
s'en accommoder parce qu'on a des grands barrages, et si on n'a pas besoin d'électricité, on ferme le barrage et on attend. En Belgique, il n'y a pas ces grands barrages. Donc on a un problème un peu différent que les Suisses, mais les Suisses vont l'avoir également, c'est comment est-ce qu'on traite l'excès. Et il y a une solution, c'est l'électrolyse. Alors l'électrolyse, en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à prendre de l'électricité. Dans le cas que je vous présente, je vais prendre du CO2, et grâce à l'électricité, je vais sortir l'oxygène qui est ici et le rendre dans l'atmosphère. Oh, tiens, ça me rappelle quelque chose, la photosynthèse faisait exactement la même chose. Elle prenait du CO2 dans l'atmosphère, elle prenait de l'énergie qui venait du soleil, ici, et elle faisait de l'énergie stockée, qui est ici. Dans ce cas-ci, je fais du gaz, et le rendement de cette opération, c'est entre 13 et 16%. C'est 10 fois plus que la photosynthèse. Donc on a industrialisé le système et on a stocké de l'énergie. Une fois que j'ai de l'énergie stockée, ben, je suis content parce que je vais pouvoir la distribuer et l'utiliser lorsque j'en aurai besoin. Et on peut faire les deux en même temps. Je vous ai dit tout à l'heure que la conversion de biomasse en méthane avait un sous-produit qui est le CO2. Voilà, pourquoi ne pas prendre le CO2 qui est produit là, de rajouter, lorsque j'ai de l'électricité entre autres sur le réseau, de rajouter de l'eau, d'extraire l'oxygène et de prendre l'hydrogène pour faire plus de méthane. En ce faisant, bien, tout le carbone qui a été collecté par la photosynthèse ici se retrouve sous forme de méthane ici, sous forme d'énergie distribuée. Donc j'augmente la quantité d'énergie transportée avec un carbone qui est le carbone qui vient de l'atmosphère et pas celui qui a 300 millions d'années, qui nous pose problème. Donc en ce faisant, en fait, on a un système qui devient déjà pas mal efficace. On peut ensuite se poser la question de savoir si la pompe à chaleur que j'ai dans mon bâtiment ne peut pas être améliorée. Et pour améliorer la pompe à chaleur, on va se poser la question suivante. Quels sont les éléments qui interviennent dans cette formule-ci? Et les éléments, et puis ça c'est important pour toutes les personnes qui veulent penser un système énergétique et l'efficacité d'un système énergétique, essayez toujours de chauffer avec la température la plus basse possible et allez toujours prendre la chaleur à l'endroit où elle est la plus chaude possible. Ce qui veut dire aussi qu'essayez de refroidir à la température la plus chaude possible. Si on fait ça, on va se dire, ben, ce serait bien d'aller chercher toutes les sources de chaleur dont on dispose. J'ai par exemple de la chaleur qui vient de toute l'industrie qui demande à être refroidie. J'ai l'eau qui sort des stations d'épuration qui est entre 13 et 16 degrés en général, que je pourrais utiliser, et elle est tout près d'une ville, donc ça peut être très intéressant. Je peux aussi creuser dans le sol, aller prendre dans des sources géothermales, et en Suisse, ben, on a, la plupart des grandes villes sont le long des lacs, donc c'est aussi un gros avantage. Le lac est souvent froid, mais l'énergie est disponible, d'accord? Mais on peut dire la même chose pour les rivières. Alors maintenant qu'on a identifié ça, puis d'autre part on a dit qu'il faudrait essayer de chauffer le plus fort possible, donc le mieux ce serait d'essayer de faire baisser les températures de chauffage, installer du chauffage avec du chauffage au sol, plutôt que d'utiliser des petits radiateurs, ça va permettre d'augmenter l'efficacité du système. Alors on s'est rendu compte que ce serait bien d'aller chercher en fait les sources de chaleur qui se trouvent ici. Et pour ce faire, on a dit pourquoi ne pas diviser la pompe à chaleur en deux morceaux. Je vais prendre une pompe à chaleur qui va aller prendre la chaleur dans l'environnement et une autre qui va fournir l'énergie. Le truc, c'est qu'il va falloir aller transporter cette chaleur, et ce qu'on a proposé comme solution, c'est de transporter cette chaleur avec un fluide qui va se trouver à une température intermédiaire à 17 degrés. Ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser le CO2. Alors le CO2 à 50 bars, il s'évapore à 17 degrés. Ça veut dire qu'à 17 degrés, je peux avoir un tuyau dans lequel j'ai du gaz et un autre tuyau dans lequel j'ai du liquide. Et si j'ai besoin de chauffage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le gaz et je vais le condenser. Et il va délivrer sa chaleur et puis je vais l'utiliser comme source de chaleur pour une pompe à chaleur et fournir les besoins énergétiques, par exemple, faire de l'eau chaude ou du chauffage. Lorsque quelqu'un a besoin d'être refroidi à 17 degrés, toutes les banques sont très contentes de refroidir leur système, leur serveur de calcul avec quelque chose qui est à 17 degrés. Les centres commerciaux, la même chose, ils sont super contents d'avoir cette température-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le liquide que je viens de produire
avec ma pompe à chaleur ici, et ils vont l'évaporer. Alors en ce faisant, en fait, j'ai créé un lien entre les deux, parce que maintenant, le refroidissement de l'un sert au chauffage de l'autre. D'accord ? La même chose lorsque j'ai des déchets. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais... Ah pardon, et je vais aller je pourrais aller chercher la chaleur dans l'environnement. Ah, je crois qu'il y avait les déchets qui s'ajoutaient, je vous les présenterai un peu plus loin alors. Une des caractéristiques du CO2, c'est qu'à 0 degré, il ne gèle pas. À moins 10, il ne gèle pas non plus. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de creuser profond pour mettre des tuyaux de CO2. Et en plus, les tuyaux de CO2 sont tout petits parce qu'on profite de l'énergie d'évaporation. L'idée, c'est de mettre des tuyaux de CO2 dans les trottoirs. Et puis là, pour les autorités, c'est super génial parce qu'ils refont les trottoirs. Hein, et dans les trottoirs, on met 2 tuyaux, hein, le tuyau de liquide et de gaz. On peut en profiter pour mettre Internet, on peut mettre la fibre optique tant qu'on y est. Et on a rénové la ville et on distribue la chaleur dans la ville. On distribue la chaleur dans la ville, ce qui nous permet après de satisfaire tous les besoins de la ville. On a fait une application. L'application, c'est sur le centre de Genève. On a pris le centre de Genève, il y a des commerces, il y a des habitations, il y a des banques. On a regardé, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le centre de Genève si on utilise les technologies que je viens de vous présenter? Et la réponse, c'est qu'on peut réduire la facture énergétique du centre de Genève de 84%. Donc on a fait un facteur, plus qu'un facteur 5, presque un facteur 6, dans la consommation énergétique du centre de Genève. Alors on nous a dit, ça va coûter très cher. La réponse, c'est que c'est pas vrai du tout, ça va coûter moins cher que ce que ça coûte aujourd'hui pour faire les mêmes services. On l'a démontré, on a fait une analyse de marché et on a pris que des technologies qui étaient disponibles sur le marché. Donc ce n'est pas des nouvelles technologies, c'est juste on les assemble d'une manière nouvelle. Et au total, le système il est rentabilisé en 5 ans. Alors maintenant, on a effectivement un système qui est déjà super intéressant, surtout si maintenant on met des panneaux solaires sur tous les toits. Alors si on met des panneaux solaires sur tous les toits, on arrive déjà à faire une très grande partie des besoins énergétiques du système de la ville. Il me reste 2 problèmes. D'une part, j'ai un excès d'énergie parce qu'en été, les panneaux solaires produisent beaucoup d'électricité, et en hiver, eh bien, j'ai un manque. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait très bien faire le manque, mais on va essayer de le faire intelligemment. Je vous ai déjà dit qu'on pouvait prendre les déchets organiques, mais je pourrais aussi capturer le CO2. Et là, il y a une technologie qu'on a développée à l'EPFL, qui est une pile à combustible qui permet de capturer le CO2, qui a un rendement de 80%. 80%, c'est 20% de mieux que la meilleure centrale électrique vendue par General Electric. Rendement de 80%. Je vais pouvoir même utiliser le reste d'énergie pour faire des besoins de chauffage, et je vais capturer le CO2. Et qu'est-ce que je vais faire avec le CO2 que j'ai capturé? Eh bien, je vais le ramener dans mon réseau. Je vais le ramener à une centrale et je vais stocker le CO2 sous la forme liquide. Donc je prends du méthane, je fais l'électricité dont j'ai besoin parce que les panneaux solaires ne fournissent pas, et je ramène le CO2 dans un réservoir de CO2 liquide. Et en été, lorsque j'ai trop d'électricité, eh bien je prends le CO2 et je le retransforme en méthane et je le stocke sous forme liquide. Maintenant, si je prends tout ce système-là et que je l'assemble, on arrive à une situation comme celle-ci où finalement, les bâtiments ont des panneaux solaires sur les toits, les déchets de la ville sont convertis en électricité et le reste en chaleur qui est distribué dans le réseau CO2. On a un système de balançage ici, de contrôle de l'énergie qui va fournir les besoins électriques quand le soleil ne brille pas. Et on a un système qui va stocker l'excédent d'électricité des panneaux solaires lorsque personne n'a besoin de l'électricité. Le tout va aller se balancer dans l'environnement, on va aller chercher l'énergie dans les eaux usées et dans le lac. Et en plus, je vais pouvoir fournir non seulement les besoins de chaud, donc l'eau chaude et le chauffage, mais aussi l'électricité, mais aussi les besoins de réfrigération et des conditionnements d'air.
Maintenant, on a un système qui est super génial, puisqu'on est passé d'une situation où j'avais besoin de beaucoup d'énergie à une situation où je suis devenu entièrement indépendant de toute énergie achetée ailleurs, notamment chez nos amis arabes et russes. Je dois investir, okay. Je dois acheter des panneaux solaires, je dois mettre des tuyaux, je dois utiliser un tout petit peu de CO2 également, et j'utilise toutes mes ressources, j'utilise mes déchets, j'utilise mon eau, j'utilise mes déchets biologiques et mes toits. Alors ça c'est un succès, puisque maintenant la ville, c'est-à-dire 50% de mon problème, est devenue entièrement autonome en énergie. Alors, conséquence de l'histoire, tout l'argent que je payais pour avoir le confort, c'était plus ou moins 90% de l'argent que je dépense pour être confortable, ne doit plus être donné aux Russes, ça veut dire qu'il est donné localement. Il est donné localement pour faire des investissements d'infrastructures. Donc ça veut dire que ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, mais pour créer de l'emploi, il faut avoir des gens qui sont formés, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait formé ces gens-là. Pour créer de l'emploi, il faut qu'on ait de l'industrie, donc il faut développer le secteur industriel pour avoir effectivement les technologies dont on a besoin. Comme on doit faire des investissements, ce serait très bien qu'on arrive à convaincre les banquiers de nous prêter cet argent-là, en leur donnant comme argument que cet argent-là, nous le dépensons pour satisfaire nos besoins propres et pour faire travailler des gens localement. Les esprits chagrins vont dire que vous allez faire de la production de panneaux solaires en Chine, et je vais leur dire c'est vrai. Alors, on va produire les panneaux solaires en Chine, et puis les Suisses ont été suffisamment malins pour vendre à la Chine les usines. Le savoir-faire était la production des usines et pas nécessairement la production des panneaux solaires. Et ce qui est important ici, c'est que maintenant tout le monde est obligé de travailler ensemble. On peut aussi maintenant se poser la question de savoir comment on résout le problème de l'industrie. Donc l'industrie en Belgique c'est une vingtaine de pourcents, un petit peu moins en Suisse. L'industrie utilise le pétrole pour satisfaire tous ses besoins et faire des produits dont la ville a besoin, et aussi pour faire des carburants dont la mobilité a besoin. Alors comment est-ce qu'on peut transformer ce système ? On peut transformer ce système si on réfléchit circulaire, si on réfléchit partage de l'énergie. On a vu tout à l'heure que le data center, il permettait de chauffer les bâtiments. On peut aussi imaginer que l'usine qui produit du ciment fournisse la chaleur pour produire du lait. On peut aussi imaginer que l'industrie pétrochimique, qui va produire des solvants, va fournir les solvants pour produire du ciment. Et puis, comme on est vraiment très malin, on va aussi intégrer les déchets. Et on va intégrer le recyclage. Parce qu'à l'avenir, on va essayer d'être un petit peu moins dépensier sur les ressources. Si on a appris à ne plus consommer le pétrole, on peut aussi apprendre à ne plus consommer toutes les ressources et à les rejeter dans l'environnement. Mais peut-être collecter nos déchets, voir s'ils peuvent être recyclés, voir d'abord s'ils peuvent être réutilisés, s'ils peuvent être recyclés, et identifier quel est le meilleur moyen de faire de créer cette circularité. Tous ces systèmes-là existent. Je vous ai fait comme dessin là, c'est par exemple un site de production à Montet en Suisse. Vous allez voir la même chose si vous allez à Anvers sur le site du portuaire. Les industries le font déjà. Il faut juste qu'elles le fassent mieux et de manière à vraiment réaliser cette économie circulaire. La symbiose industrielle est la clé, mais cette symbiose industrielle a néanmoins besoin d'énergie. Alors comment est-ce qu'on va fournir cette énergie pour faire tous les produits dont on a besoin ? Alors on a déjà partagé beaucoup, donc on a réduit les consommations énergétiques, mais néanmoins il faut fournir les besoins. Alors l'idée c'est la suivante, c'est pourquoi on n'utilisait pas du bois pour faire du gaz ? Parce que l'opération chimique qui se passe ici, depuis le bois jusque le méthane, est en fait une réaction exothermique, c'est une réaction qui fournit la chaleur. Et qui fournit la chaleur à une température qui est suffisamment élevée pour fournir les besoins de l'industrie. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va coproduire du carburant vert
du biocarburant ici, à partir du bois, et on va coproduire de la chaleur qui pourrait être utilisée dans la ville. Et comme on aura été très malin, l'industrie sera pas très loin de la ville, et toute l'énergie qui ne sera pas utilisée par l'industrie et qui sera relâchée par l'industrie pourra être utilisée dans le réseau CO2 pour fournir les besoins de la ville. Et donc là, on aura un système qui sera parfaitement intégré et qui sera basé sur les énergies renouvelables. Et puis le truc, c'est qu'il produit du CO2, donc je pourrais aussi ajouter de nouveau mon système industriel de captation de l'électricité qu'on a en trop pour fournir plus de biocarburants. Maintenant, on a un système qui devient très vertueux, puisqu'on a un système qui s'occupe de nos déchets, qui s'occupe de nos ressources, qui fournit nos besoins, qui valorise la chaleur et qui est basé uniquement sur des énergies renouvelables, que ce soit photovoltaïque ou que ce soit la biomasse. Reste un problème. Le problème qui reste, c'est la mobilité. Toutes nos voitures. Alors une voiture est super inefficace. 17%, c'est le rendement d'une voiture. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 17% de l'énergie qui se trouve dans le carburant qui se retrouve dans l'énergie de déplacement. Et ce sera encore pire si, au lieu de réfléchir sur l'énergie de déplacement, je réfléchissais sur l'énergie nécessaire pour déplacer 100 kg d'une personne. Si elle est lourde, c'est 80 en réalité. La voiture est super inefficace, mais elle a une caractéristique, c'est qu'elle est basée sur une énergie stockée très dense, le carburant. La puissance qui passe dans le pistolet de la station d'essence est équivalent à 30 MW. Alors 30 MW, ça veut dire que si vous avez 10 voitures qui font le plein en même temps, vous avez la même puissance qu'une petite centrale nucléaire en Suisse. Juste pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est l'énergie qui se trouve dans le carburant est très grande. Maintenant, si on réfléchit avec l'approche qu'on a choisie, comment faire la mobilité, eh bien, la réponse c'est il faut l'électrifier. Alors comment est-ce qu'on va le faire? Il y aura beaucoup de véhicules électriques à l'avenir. J'ai dit tout à l'heure que je suis venu avec un véhicule électrique. Effectivement, il y aura beaucoup de véhicules électriques. Les véhicules électriques les plus efficaces étant le transport en commun et les trains, il y aura certainement beaucoup plus de trains à l'avenir. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. La plupart des gens qui ne croient pas aux véhicules électriques, c'est parce qu'ils imaginent qu'il n'y aura pas moyen de faire la même autonomie avec un véhicule électrique qu'avec un véhicule à essence. Et puis on peut quand même se poser la question de pourquoi est-ce qu'on se déplace et de définir le véhicule qui correspond à nos besoins. 800 km d'autonomie, c'est l'autonomie dont on a besoin parce qu'on n'a pas envie de se faire chier, pardon l'expression, d'aller à la station d'essence. Si maintenant vous avez une voiture qui, chaque fois qu'elle est arrêtée sur un parking, peut se connecter sur le réseau électrique, en fait l'autonomie dont vous avez besoin, c'est le temps que vous allez, les kilomètres que vous allez passer entre deux arrêts de plus de 20 minutes. Et donc les 800 km, je défie quand même de savoir qui dans la salle fait 800 km de manière très régulière sans s'arrêter 20 minutes. Donc, à partir du moment où on aura développé l'infrastructure, et ce sera ça la condition, eh bien les véhicules électriques seront une des réponses. Alors j'ai dit une, parce que celui qui a besoin d'autonomie, il pourra toujours utiliser des véhicules avec des range extenders. Je vais vous donner un exemple. Et on va surtout devoir repenser, parce qu'il n'est pas dit qu'on a tous besoin de notre véhicule personnel. Si je fais ça, eh bien je me rends compte que j'ai bien assez. Ça, c'est la quantité d'énergie dont j'ai besoin. Si les voitures passent à la consommation énergétique d'une Tesla, d'accord? Et regardez la quantité d'énergie dont je dispose encore en Suisse. Pourquoi est-ce que je dispose de ça? Je n'ai pas encore utilisé l'hydro et je n'ai pas encore utilisé l'éolien. Donc j'ai bien assez. Et juste pour vous prouver que je ne suis pas un ayatollah et que je ne vais pas dire qu'il faut que faire des véhicules électriques, on a fait une étude avec Peugeot.
Avec Peugeot, on a étudié une voiture et nous ont posé la question aidez-nous à faire le design d'une voiture la plus efficace que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris du biogaz, on a pris une pile à combustible, je vous ai montré la pile à combustible que j'avais tout à l'heure, donc on peut aussi la mettre dans une voiture. On a utilisé la pile à combustible de manière prédictive, c'est-à-dire que lorsque j'annonce à ma voiture que je veux faire un chemin, elle va démarrer, regarder ce qui reste dans la batterie et décider si elle doit s'allumer ou pas. Et elle va fonctionner de manière constante pendant tout le temps nécessaire à remplir la fonctionnalité du déplacement. Ensuite, j'aurai une batterie. J'aurai une batterie qui va me servir à gérer l'énergie. C'est elle qui va faire les pointes où quand je vais avoir besoin d'accélération, mais elle va aussi servir, donc elle va entraîner les moteurs électriques, mais lorsque je vais freiner, ben évidemment le flux va aller dans l'autre sens et va re-remplir la batterie. Alors on a montré que cette voiture-là pouvait avoir une autonomie de 800 km et consommer 1 litre au 100. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a travaillé avec Peugeot et en fait le design a été fait par des ingénieurs de Peugeot. C'est pas nous qui les avons fait, on a juste aidé à réfléchir au problème. Donc les gens, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit à Peugeot, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça sur le marché? Et il m'a dit, oh écoute, le jour où tu me vends ce morceau-là, et que quelqu'un me vend bon marché celui-là, je le fais. Donc là, le message là, c'est qu'effectivement, on a besoin d'entrepreneurs pour construire des usines, pour faire des composants qui aujourd'hui ne sont pas existants. Et bon, j'ai parlé de la batterie, vous savez qui est-ce qui a construit la Gigafactory, c'est Tesla, hein, Elon Musk. Lui, il a constaté qu'effectivement, s'il ne fabriquait pas l'usine qui fabriquait la batterie, eh bien, il ne pourrait pas mettre sa voiture sur le marché. Et c'est le premier qui a mis des voitures électriques sur le marché, de manière, alors tous ceux qui disent qu'il n'est pas compétitif, en fait, c'est tous ses adversaires. La seule chose que je sais, c'est que Audi a fait du reverse engineering, donc il a acheté une Tesla, et puis il a démonté, puis il a calculé combien ça lui coûterait, lui, de faire la même chose, et ils sont arrivés à la conclusion que s'il n'avait pas la Gigafactory, il ne pouvait pas être compétitif avec Tesla. Donc ça, c'est un message important, c'est qu'il va falloir apprendre à construire les usines qui construisent les éléments qui se trouvent là. Et il se trouve que si je regarde ça, j'ai un autre élément qui est super intéressant. Cette voiture-là, elle n'est que 8% du temps sur la route. Pendant 92% du temps, elle est dans un parking et elle peut être connectée sur le réseau électrique et sur le réseau gaz. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai une centrale électrique qui a un rendement supérieur à 70%, donc c'est bien meilleur que la meilleure centrale électrique qu'on peut acheter chez General Electric aujourd'hui, qui a une disponibilité de 92%, donc ça veut dire qu'elle est presque, elle peut être démarrée à souhait. La seule chose, c'est qu'il faut être connecté sur le réseau pour dire quand j'ai besoin de me déplacer ou pas, et qui comprend aussi une batterie qui peut être utilisée pour couper les pointes lorsqu'il y a des nuages qui passent au-dessus des panneaux solaires. Donc on a un système qui permet de faire la gestion de l'énergie. Maintenant, si je peux faire maintenant la comparaison avec une Tesla, parce qu'il y a beaucoup qui me disent « ouais, mais vous allez avoir besoin de beaucoup de matériaux pour faire toutes ces batteries », la différence entre les deux, ça c'est la demi-tonne de batterie qui se trouve dans la Tesla, hein, et ça c'est les 33 kg de batterie dont j'ai besoin pour fournir l'énergie dont ce véhicule-là a besoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire là? C'est qu'on a dû effectivement réfléchir à l'efficacité du système, au design du système, de manière à éviter de faire des monstres. Hein. Ça me permet de conclure, parce que maintenant j'ai résolu l'ensemble du problème. J'ai à la fois traité la problématique de la ville, j'ai traité la problématique de l'industrie avec l'économie circulaire, j'ai traité la problématique de la mobilité. J'aurais pu également, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu traiter la problématique de l'industrie agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'il est clair que si je suis capable de produire du plastique à partir de la biomasse, je peux aussi produire des engrais à partir d'énergie renouvelable. D'accord? C'est certainement pas plus compliqué. Et donc j'aurai là un système qui va être entièrement intégré. Et ce qui est intéressant de regarder ici, c'est les flux qui sont concernés. Tiens, j'ai besoin d'un réseau
d'eau usée, hein, j'ai besoin d'un réseau électrique, hein, j'en ai déjà un réseau gaz, hein, j'en ai déjà un, il y en a peut-être juste un qui manque en fait pour le moment, c'est le réseau CO2, mais tous les autres réseaux existent déjà. Ils existent tant dans la ville que dans l'industrie, parce que l'industrie, ça fait longtemps qu'ils échangent de la chaleur avec des réseaux vapeur notamment. Donc les technologies sont là, l'assemblage n'y est pas. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est tellement facile d'acheter du pétrole et de payer tous les coûts indirects liés à l'utilisation du pétrole. Mais en réalité, tout est là, il faut juste qu'on se mette ensemble. Hein, donc il faut bien qu'il y ait d'abord des gens qui soient éduqués, il faut des gens qui soient... il y a toute l'industrie qui doit nous apporter des technologies, et puis il faut des banquiers qui nous apportent l'argent pour le faire, pour développer les infrastructures qui sont nécessaires pour assurer notre futur. C'est un futur sans CO2, donc maintenant je voudrais juste faire quelques remerciements. Et la première personne que je voudrais bien remercier, c'est le Soleil, parce que c'est lui qui nous fournit l'énergie. En fait, il avait déjà produit le pétrole, donc on doit de toute façon déjà le remercier. Il faut dire merci à Mère Nature parce qu'elle nous a montré qu'il était possible de gérer l'énergie et de gérer le stock de l'énergie. On doit remercier Carnot parce que c'est lui qui nous montre que c'est important d'être efficace et que c'est important de penser à toutes les ressources qui se trouvent autour de nous dans l'environnement. On doit dire merci à l'industrie parce que les technologies existent. La solution que je vous propose là, c'est une solution où tout existe. Il n'y a pas des technologies qui sont inexistantes ou qui doivent encore passer par 5 publications dans Nature avant de pouvoir commencer à imaginer et être implémentées. Les technologies existent. Elles ne sont peut-être pas directement sur le marché aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le marché est piloté par l'industrie fossile, mais les technologies existent. On doit dire merci aux ingénieurs parce que c'est eux qui vont être capables de dire quelles sont les technologies qu'il faut acheter, avec quelle taille, pour quel service, à quel moment et comment les opérer. Et comment les opérer à quel moment sera critique parce qu'on a l'intermittence des énergies renouvelables. On devra dire merci à la recherche parce que finalement c'est nous qui sont à même de donner des directions, de donner des outils qui permettent aux ingénieurs de faire leur boulot et aux industries de produire les technologies. Et puis, on doit dire merci aux autorités. J'ai mis en parenthèse parce qu'elles ne sont pas toutes ouvertes, mais lorsque les autorités sont ouvertes, elles doivent se rendre compte de deux choses. La première, c'est qu'elles ont la responsabilité de former les gens. Et quand je dis former les gens, ce n'est pas que les ingénieurs et pas que les architectes. Il faut former un maçon à construire une maison qui n'a pas de fuite. Il faut former un chauffagiste à vendre une pompe à chaleur et pas une chaudière. Et puis ensuite, les autorités ont une autre responsabilité, c'est de développer l'infrastructure. L'infrastructure est quelque chose dont les autorités ont été conscients et devraient l'être au jour le jour. Ils se sont arrangés pour nous mettre des grosses centrales nucléaires, par exemple, pour être sûr que quand on pousse sur le bouton, on a l'électricité, même si on est très loin de la centrale nucléaire et même si, normalement, suivant toutes les règles économiques, on ne devrait pas pouvoir le faire, mais ils ont quand même mis l'infrastructure à disposition pour le faire, de la même manière qu'ils ont mis l'infrastructure pour nous apporter l'eau, de la même manière qu'ils ont mis l'infrastructure pour collecter l'eau usée, de la même manière qu'ils ont mis l'infrastructure pour apporter le gaz. Ils ont cette responsabilité qui fait vraiment partie de leur âme. Il faudrait simplement qu'ils ajoutent la compréhension systémique du système de manière à ce qu'ils fassent le lien entre leur décision d'infrastructure et l'impact environnemental ou la responsabilité envers les générations futures. Et puis évidemment, il faut aussi qu'on remercie un jour les financiers qui devraient utiliser de manière un petit peu plus éthique l'argent qu'on confie. La plupart des banques utilisent quand même très fort nos fonds de pension, qui sont en retraite, mais qu'on leur a confiés, et ils doivent les utiliser à bon escient. Effectivement, ce serait très bien si les banques et les financiers utilisent cet argent à des fins plus éthiques pour nous garantir un certain futur. Et à ce moment-là, je crois que notre ours polaire sera très heureux, parce qu'on aura effectivement réalisé notre objectif
Et c'est comme ça que la Suisse est devenue indépendante et neutre. On a vraiment dû faire un effort de compréhension du système, d'activation des technologies, pour finalement arriver à faire fonctionner notre société avec l'énergie du soleil, plutôt qu'avec la vieille énergie du soleil qui avait été stockée il y a 300 millions d'années. Merci.